Vous écoutez Crime Story, Tiffaine Taton, l'enfant fantôme, 2e et dernier épisode. Le jeudi 19 juin 2009, Tiffaine Taton, 5 ans, échappe à la vigilance de sa mère, en plein centre-ville de Maubeuge, dans le Nord. Sa disparition est immédiatement déclarée au commissariat. D'importants moyens sont déployés. Le contexte familial compliqué de la fillette est étudié. Mais après plusieurs jours, aucune piste n'est privilégiée. Le lundi 22 juin 2009, Tiffaine a officiellement disparu depuis 4 jours. Mais la police commence à douter de plus en plus de la réalité de cette date. Ils apprennent notamment que le samedi 13 juin, 5 jours donc avant la date déclarée de la disparition de la petite fille, il y a eu le baptême de sa petite sœur. Une fête familiale qui a réuni beaucoup de monde, mais à laquelle personne n'a vu Tiffaine. La coiffeuse, qui s'est occupée de préparer les petites filles, est elle aussi entendue. Et elle est formelle. Elle n'a jamais vu Tiffaine. « C'est normal », répond sa mère. « Je l'avais laissée toute seule à la maison car j'avais des craintes que son père ne vienne la chercher. » Les policiers, eux, trouvent au contraire que ça n'a rien de normal, comme elle dit. L'existence de Tiffaine devient alors énigmatique. Son père, François Taton, est venu 5 fois à Aulnoy-Emery pour tenter de voir sa fille depuis que sa mère est allée la chercher à l'école pour l'emmener vivre avec elle. Sans succès. Il a été en contact avec elle pour la dernière fois le jour de son anniversaire, le 6 avril, par téléphone. Après ça, il n'a plus réussi à lui parler. Quand il a essayé en mai et en juin, Anne-Sophie a répondu qu'elle n'était pas là. Les enquêteurs perquisitionnent la petite maison de briques blanches d'Anne-Sophie et Nicolas. Leur objectif est de trouver des traces récentes de l'existence de Tiffaine. Les investigations ne révèlent rien de suspect. Aucune trace de sang apparente notamment. Ils repartent avec des affaires de la petite fille et le sentiment que le mystère s'épaissit. Le silence de la mère, alors que le père s'est mobilisé sur le terrain dès le vendredi suivant la disparition de Tiffaine, intrigue les policiers. Mais aucune charge formelle ne peut être retenue contre elle. Décrite comme solide psychologiquement, Anne-Sophie Faucheur laisse faire les policiers en maintenant sa version initiale. Outre ce volet familial complexe, les enquêteurs continuent d'explorer la piste accidentelle et celle de l'enlèvement criminel qui reste malgré tout peu plausible. Damien Delseny, on en revient donc au mercredi 24 juin et à la conférence de presse donnée par Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Huilot, dont je parlais au début du premier épisode. Oui, nous sommes 6 jours après la disparition de Tiffaine au moment de cette conférence de presse, où le couple apparaît ému, mais c'est surtout Nicolas Huilot qui paraît très ému. Il peut d'ailleurs à peine retenir ses larmes. Il est silencieux, quasi mutique. Alors, il y a beaucoup, c'est une conférence de presse qui est beaucoup regardée en France parce que l'affaire commence à médiatiquement faire beaucoup de bruit et à toucher pas mal de monde. Et donc, on voit le visage de cet homme qui a l'air vraiment touché par ce qui se passe. La mère, elle est plus posée. Elle va lancer d'ailleurs un nouvel appel à témoins où elle va dire « Il faut à tout prix nous la retrouver ». Mais cet appel à témoins n'est pas très convaincant. Ce qui pose problème en réalité, c'est le discours d'Anne-Sophie Faucheur et la façon dont elle prononce en quelque sorte, elle raconte cet appel à témoins. Son discours semble un peu mécanique, elle va répéter les mêmes phrases. On a presque l'impression que ça a été préparé, qu'elle a comme des éléments de langage. C'était un enlèvement, donc sur Maubeuge, je pense pas qu'elle puisse encore y être. Et c'est assez étrange dans une situation où normalement on laisse plutôt parler son cœur, on laisse plutôt parler ses émotions, ce qui est d'ailleurs le cas de son compagnon à côté d'elle qui lui peut à peine dire quelques mots. Donc voilà pourquoi on s'exprime aujourd'hui. C'est surtout pour Tiffaine parce que voilà, je pense qu'elle a besoin qu'on reparle d'elle maintenant. Elle a besoin de nous. Donc c'est vrai que en faisant ça, on veut aussi qu'on remonte la photo de Tiffaine, que les gens la renvoient. Qu'on remonte qu'elle est toujours là, qu'elle est dans le coin, qu'il faut la trouver et qu'on a besoin d'aide. Ce comportement d'Anne-Sophie Faucheur, ça fait évidemment pas d'elle une coupable d'emblée, d'autant que les enquêteurs n'ont toujours pas le moindre élément qui permette de l'incriminer. Il y a un contraste très fort entre la mère et le beau-père. Elle tient le cap. Évidemment, ça se voit, elle tient le cap. Lui a l'air totalement effondré. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, parce que elle, c'est quand même la maman, la mère biologique. En plus, elle a été cherchée, Tiffaine, elle l'a enlevée quasiment quelque temps auparavant. Et c'est presque lui qui, en fait, n'est que le beau-père, entre guillemets, qui a l'air le plus affecté par ce qui est en train de se passer. L'enquête se poursuit.
sans vraiment avancer pendant de longues semaines. De forts soupçons pèsent désormais sur la mère de famille, mais les enquêteurs n'ayant toujours rien pour l'incriminer formellement, ils décident de patienter et d'observer Anne-Sophie Faucher. Ce qu'ils constatent, c'est que très vite, la vie reprend tout à fait normalement dans le foyer. Certes, Tiphaine n'est plus là. Mais à part ça, le quotidien est exactement le même. Elle et Nicolas s'occupent bien des 2 autres enfants. À part les quelques rendez-vous donnés dans le cadre de la disparition de Tiphaine, rien n'a changé. Dès qu'elle se rend au commissariat pour suivre l'avancée de l'enquête, Anne-Sophie est attendue par de nombreux médias. Elle lâche quelques phrases au micro. Toujours les mêmes, toujours sur ce ton robotique. On espère avoir de bonnes nouvelles et à ce que ça aboutisse à quelque chose en fait, tout compte fait. Parce que depuis le début, on n'a que des points d'interrogation et on espère que enfin les points d'interrogation partiront, quoi. Le lundi 30 novembre 2009, plus de 5 mois après la disparition de sa fille, Anne-Sophie Faucher est de nouveau placée en garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Il s'agit, selon un enquêteur, de vérification. Mais il n'y a pas d'éléments nouveaux. Anne-Sophie Faucher maintient sa version. Mais après quelques heures, elle change étonnamment du tout au tout et finit par dire que Tiphaine est morte, qu'elle le sait. Mais c'est un accident, dit-elle. Anne-Sophie Faucher est mise en examen le mardi 2 décembre 2009 et placée en détention provisoire. Son compagnon, Nicolas Huilot, est lui aussi mis en examen et écroué pour coup mortel et dénonciation de crimes imaginaires. Damien, Nicolas Huilot donne davantage d'éléments et il confirme que la fillette subissait des violences. C'est pas vraiment étonnant, en tout cas ça n'étonne pas les enquêteurs. Pourquoi ? Parce que les policiers de la PJ, ils avaient identifié en amont que le maillon faible dans le couple, c'était plutôt lui. On l'avait d'ailleurs vu craquer littéralement pendant les conférences de presse, on le sentait beaucoup plus fragile. Et donc effectivement, son interrogatoire est un peu plus simple, entre guillemets. Effectivement, il va donner une version assez différente que celle qu'Anne-Sophie Faucher, sa compagne, a donnée en primeur aux enquêteurs, et à laquelle finalement elle va finir par adhérer, elle va finir par confirmer ce que dit Nicolas. En fait, ce sont des violences répétées infligées à la fillette qui finissent par causer sa mort, et elle serait décédée 1 semaine avant que sa mère aille signaler sa disparition au commissariat. Ça se serait passé le mercredi 10 juin 2009 au soir. C'est en quelque sorte la punition, la brimade de trop. Nicolas, qui est pompier volontaire, raconte que lui, il a essayé de la réanimer, mais en vain, et que, pris de panique et de peur de voir ses 2 autres filles placées, retirées, lui et Anne-Sophie, enfin le couple, a décidé de monter ce scénario, c'est-à-dire cet enfant qui disparaît dans les rues de Maubeuge. Et une fois qu'ils ont inventé ce mensonge, il leur était impossible de faire marche arrière, va raconter leur avocat, maître Emmanuel Rigler. Le mercredi 9 décembre au soir, la police scientifique est déployée dans un bois, près de Charleroi, en Belgique. Sur indication du beau-père de Tiphaine, les experts fouillent un endroit et y découvrent des restes humains. Ce sont ceux de la petite fille. L'autopsie pratiquée dans l'après-midi du jeudi 10 décembre établit que Tiphaine était régulièrement victime de maltraitance de la part de sa mère et de son beau-père. Le procès d'Anne-Sophie Faucher et Nicolas Huilot s'ouvre devant les Assises du Nord, à Douai, le lundi 21 janvier 2013. La cour se penche sur la personnalité d'Anne-Sophie et son parcours chaotique. 3e d'une fratrie de 7 enfants que le père cognait à coups de ceinturon quand il avait bu, la jeune femme raconte avoir essayé de se construire seule. Elle décrit une mère qui ne disait rien, battue elle aussi, et qui acceptait des repas où la famille mangeait du pourri, dit-elle. La première fille d'Anne-Sophie Faucher naît quand elle a 16 ans. À 17 ans, elle retombe enceinte. 2 grossesses non désirées qui pèsent sur le couple qu'Anne-Sophie forme avec François Taton. Quand ils se séparent, 1 an après la naissance de Tiphaine, son père la garde. Pendant plusieurs années, la mère la voit très peu. Anne-Sophie assure que Tiphaine lui a beaucoup manqué, mais elle n'a parlé d'elle à personne. Ni à son compagnon, Nicolas Huilot, avec lequel elle vient d'avoir une 3e fille, désirée cette fois, ni à quelqu'un de son entourage. Le meilleur ami de Nicolas, chargé d'organiser le baptême de la 3e fille, ne connaît même pas l'existence de Tiphaine, et il l'apprendra après sa disparition. Un jour de janvier 2009, Nicolas Huilot trouve sa compagne en pleurs dans la cuisine. Elle lui dit « On va la chercher ».
Il dit à propos de ce moment « J'ai foncé, j'ai pas réfléchi ». La présidente demande à Nicolas Willow s'il a pensé au bien-être de l'enfant. « Non », répond-il. « J'ai pensé au bien-être d'Anne-Sophie, pas aux conséquences. » Damien, enlevé de manière brutale à son entourage affectif, Tiphaine se montre un peu choquée. Oui, d'autant que sa maman, en fait, dont on pourrait se dire elle va la chercher parce qu'elle a envie de voir sa fille, assez vite, elle regrette presque son geste, c'est-à-dire qu'elle avait un peu idéalisé ce retour de Tiphaine au sein de sa famille, et très vite, Tiphaine, ça devient une petite fille gênante. Donc elle est régulièrement battue, elle reçoit des corrections, des fessées, des coups de ceinturon, un peu comme ceux que Anne-Sophie recevait de son propre père quand elle était enfant, et elle est même, Tiphaine, privée de nourriture. Alors, après l'avoir en quelque sorte soustraite à la garde de son père au mois de janvier 2009, sa mère essaie de lui faire l'école à la maison, donc elle la scolarise pas normalement, elle lui fait l'école à la maison, et en fait tout ça fait que Tiphaine, qui était déjà une enfant auquel elle avait accordé un statut très particulier puisqu'elle n'en avait même pas parlé à son nouveau compagnon. C'est une petite fille en quelque sorte qui n'existait pas dans la vie d'Anne-Sophie Faucher. Et là, non seulement elle existe à nouveau, mais en plus elle devient une forme de charge en fait pour elle, pour sa nouvelle vie. Et elle se dit qu'elle n'est pas adaptée en gros, qu'en plus elle n'est pas qualifiée pour finalement faire l'école à sa fille, que son beau-père Nicolas Willow, il n'est pas non plus adapté pour être instituteur à la maison. Et donc que tout ça va entraîner une situation qui dégénère et qui devient extrêmement violente avec de nombreux épisodes de correction qui se succèdent. Le psychiatre qui va mener l'expertise d'Anne-Sophie Faucher pendant l'instruction dira qu'en fait elle vit très mal, Anne-Sophie Faucher, cette frustration, qu'elle en construit une espèce de colère, un ressentiment extrême mais qui est totalement voué à Tiphaine. En fait, c'est Tiphaine qui écope de toutes les souffrances et de toutes les frustrations de sa mère. Et la mère raconte comment, à partir de cette situation, un engrenage de violence s'enclenche. Oui, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Tiphaine, elle se retrouve du jour au lendemain, alors qu'elle a grandi avec sa grand-mère paternelle et avec son papa. Elle se retrouve projetée dans la nouvelle vie de sa maman qui, en plus, finalement, ne la souhaite pas vraiment, qui lui met des corrections, qui l'empêche d'aller à l'école. Donc, en fait, Anne-Sophie, elle se rend compte de ça puisqu'elle dit Tiphaine demandait toujours à retourner chez sa mamie et quand j'ai voulu lui faire l'école à la maison, c'est là que j'ai commencé à être très sévère, à lui infliger des punitions. Elle reconnaît, Anne-Sophie, qu'elle lui a mis des gifles, des coups. La présidente va même aller au-delà, elle va énumérer les fessées, les coups de ceinture, cette petite fille Tiphaine qui est enfermée dans la cave, dans le noir, attachée à la rampe de l'escalier parfois. Et quand la présidente va demander à Anne-Sophie Faucher « Mais est-ce que vous lui disiez pourquoi à Tiphaine ?» La mère va répondre « Non, j'étais dans l'optique où c'était elle qui me défiait, donc je voulais lui faire comprendre. » On précise au passage que Tiphaine, elle a 5 ans à l'époque des faits, même pas. Alors Anne-Sophie, elle va dire non, elle disait rien, mais elle me regardait avec son visage dur, ses yeux durs. J'étais persuadé qu'elle me regardait méchamment. Au fur et à mesure que les semaines passent, le calvaire de Tiphaine s'intensifie. Peu à peu, Nicolas Willow prend part aux violences lui aussi. Les derniers temps, Tiphaine, que tous décrivent comme une enfant calme et joyeuse, se cache dans sa chambre. Punie parce qu'elle a fait une bêtise, ou à la fin, de peur qu'on voit les traces qu'elle porte, explique sa mère. Pourquoi devient-elle ce monstre soudain ? Demande l'avocat général. Parce que c'est dans notre tête, répond l'accusé. Le soir du mercredi 10 juin 2009, la petite fille ne parvient pas à dormir. Nicolas voit sa compagne entrer dans une colère qu'il n'a jamais vue. Les coups pleuvent, à la tête, au ventre. « J'ai été mettre une paire de baskets », raconte Anne-Sophie Faucher en pleurs. « Je la frappe avec les pieds, pour lui faire mal. » Nicolas Willow confirme. « J'étais derrière Tiphaine, dit-il. Je l'ai maintenue quand Anne-Sophie donnait les coups. Elle ne réagissait pas. Notre colère s'est exacerbée. L'enfant pleure, recroquevillé. Il la tire jusqu'à la salle de bain. Elle a peur, oui, dit-il. Elle ne tient presque plus debout. Dans le bac à douche, où les coups pleuvent encore, la fillette subit une longue douche froide. Tiphaine avait les lèvres bleues. Elle tremblait de tout son corps, a décrit le beau-père au juge. Le couple, qui retourne regarder la télévision, entend un souffle rauque. Puis elle s'est effondrée, dit Nicolas Willow, qui tente alors, en vain, de la réanimer. Damien,
bien qu'il soit pompier volontaire, il n'y parvient pas. Non, parce que les coups portés ont été trop nombreux, trop forts, donc Tiphaine meurt et le couple décide de dissimuler le corps à la cave. 3 jours plus tard, c'est le baptême de la petite dernière qui est organisé dans la maison. Alors Tiphaine, évidemment, n'y assiste pas puisqu'elle est en fait déjà morte, mais simplement elle est toujours dans la maison, cachée à la cave, le corps est caché à la cave, et au bout de quelques jours, après cette fête familiale, ils vont déplacer le corps en forêt, et c'est 8 jours après avoir enterré le corps qu'ils vont aller déclarer la disparition, et c'est à ce moment-là que le scénario qu'ils ont inventé à la va-vite, cette espèce de spirale du mensonge, va s'enclencher. Est-ce qu'on sait précisément de quoi Tiphaine est morte ? Non, l'état de décomposition du corps au moment de sa découverte ne permet pas de déterminer des causes exactes. On a simplement une liste de blessures assez impressionnante, des impacts au crâne, une fracture du bassin, une fracture de la jambe gauche, une fracture du coude gauche, des blessures qui ont dû être extrêmement douloureuse, diront d'ailleurs les experts. Son estomac aussi est vide, ce qui n'est pas étonnant puisque, on l'a dit plus tôt, elle était souvent empêchée de manger, elle était privée de manger. Mais en tout cas, voilà, on ne sait pas quel est le coup, la chose définitive qui a causé sa mort. Comment se comporte Anne-Sophie Faucheur pendant le procès ? Elle dit qu'elle se rend compte, évidemment, de la monstruosité de ses actes. Elle dit « je travaille sur ça, j'essaie de comprendre ». Elle a une expression un peu étrange. Elle considère qu'elle se disait fort autoritaire à l'époque, ce qui est quand même très très loin de la vérité de ce dossier. Alors évidemment, ça ne va pas beaucoup convaincre les jurés, parce que en plus des faits qui sont quand même atroces, les violences répétées sur une petite fillette, cette espèce de mise à mort, le fait de dissimuler ensuite le corps, d'organiser une fête. Il y a aussi un élément qui viendra rendre la chose encore un peu plus abjecte, c'est le dernier dessin qu'a fait Tiphaine à sa propre maman, qui la maltraitait depuis des mois. C'est à la fête des mères, c'est le week-end avant la mort de Tiphaine. Tiphaine, elle fait un dessin à sa maman sur lequel elle écrit « Je t'aime maman » et c'est cette maman qui va la tuer 3 jours plus tard. Donc cette accumulation de faits, de contextes, vient en plus s'ajouter au mensonge qui a suivi. Tout ça, pénalement, ça n'ajoute pas une peine supplémentaire. C'est pas parce que vous mentez ou que vous racontez une histoire complètement fausse qu'on va vous condamner plus lourdement. Ça, le code pénal ne dit rien de tout ça. Mais comme ce sont des jurés, c'est-à-dire des citoyens qui jugent en cour d'assises, forcément, ça pèse dans la balance quand on a quelqu'un qui, en plus d'avoir commis un acte extrêmement abject, en plus de ça, a menti et a eu un comportement de manipulation, en quelque sorte. Le vendredi 25 janvier 2013, Anne-Sophie Faucheur, 26 ans, et Nicolas Huilot, 27 ans, sont condamnés à 30 ans de prison ferme, assortis d'une période de sûreté de 20 ans, pour avoir tué Tiphaine. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, et tous les mercredis Le Sacre, un podcast dans lequel des médaillés olympiques racontent leur parcours.